BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute ici, dans les blockchains et les cryptos, les pros des cryptos. Chaque vendredi, votre rendez-vous Web3 hebdomadaire et à domicile. Bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver en direct et nos talents non fongibles, bien sûr, nous accompagnent. Nos NFT à nous, elles nous accompagnent chaque semaine. Claire Balva, experte de ce marché crypto, experte Web3, elle est avec nous, elle nous rejoint en plateau en direct. Vous pouvez nous suivre, vous le savez, à la radio en direct chaque vendredi, mais aussi en rediffusion, radio, télé à 21h30 le vendredi soir, également sur notre chaîne YouTube tout au long du week-end, notre chaîne YouTube BFM Crypto. Claire est donc avec nous et puis Thibaut Boutroux aussi nous rejoint, il nous accompagne lui aussi cette semaine. Thibaut Boutroux est le directeur des opérations de Meria. Bonjour à tous les deux et ravi de vous retrouver. Dans un instant, on parcourra l'ensemble de l'actualité crypto de la semaine. On va d'ailleurs balayer et parcourir l'ensemble du sommaire également. Mais d'abord, le point technique sur le potentiel des cryptos, du Bitcoin comme de l'Ether. Mathieu Driol est avec nous depuis Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Ravi de vous retrouver, c'est encore une belle semaine. Le Bitcoin qui, il y a quelques jours, a franchi la barre des 35 000 et qui rôde toujours dans cette zone. Comment est-ce que vous voyez le potentiel technique sur Bitcoin ? On a deux possibilités. En fait, on a eu une très forte accélération courant octobre, le franchissement de la résistance extrêmement forte aux alentours des 31 400. Et depuis, en fait, le mouvement ralentit. Deux lectures à cela. Soit c'est tout simplement une inertie haussière. Une inertie haussière, ça veut dire que le titre, le Bitcoin devait consolider. En fait, les acheteurs ne laissent même pas revenir un peu plus bas, faire un pullback sur 31 400. Ça, c'est une lecture extrêmement haussière, puisque ça voudrait dire que la résistance aux alentours des 36 300 devrait être effacée rapidement et que le Bitcoin rejoindrait de façon toujours assez volatile, la résistance suivante qui se situe à 42 950. Donc ça, c'est un potentiel aussi important. Si d'aventure il commençait à clôturer sous 33 300, et bien là, il entamerait une phase de consolidation, un simple pullback pour vérifier si 31 400 devient support. Et à ce compte-là, 31 400, ça sera une zone sur laquelle on pourrait éventuellement relancer une nouvelle phase d'impulsion haussière. Le Bitcoin qui a vu sa dominance encore progresser, encore augmenter face aux autres cryptos toutes ces dernières semaines. Alors la deuxième, le dauphin du Bitcoin, c'est l'Ether bien sûr, 1807 $. En ce moment, pour un Ether, d'un point de vue technique, même question. Comment est-ce que vous voyez la suite, Mathieu ? Alors techniquement, effectivement, il est plus faible. D'ailleurs, si on fait le rapport entre l'Ether et le Bitcoin, cela montre une très nette sous-performance. Donc c'est sûr que dans un marché haussier, on aurait tendance plutôt à se porter sur le premier que sur le second. Néanmoins, le second est intéressant, avec notamment le débordement de cette résistance à 1743. On est revenu, la chercher en tant que support. On a donc là aussi la mise en place d'une polarité. Et en analyse technique, on aime bien les polarités. Ce sont des signes de tendance avérés. Ici, cette tendance doit permettre de rejoindre les sommets de l'année 2023, situés entre 2027 et 2138 $. Alors, ça peut prendre un petit peu plus de temps, puisque le côté impulsif, le côté d'accélération sur l'Ether, il est moins fort que sur le Bitcoin. Donc, on a tout de suite une moindre capacité à accélérer, à aller chercher des nouveaux plus hauts. C'est pas pour ça qu'il n'ira pas prendre après, peut-être juste un petit peu plus de temps. Merci Mathieu. Mathieu Driol, analyse technique pour Day by Day. Bon après-midi, bon week-end Mathieu. Et donc c'est parti pour nos pros des cryptos. On va parler des 15 ans du Bitcoin. Le white paper, c'est vrai, a été publié, dévoilé il y a 15 ans. C'était le 31 octobre. On a fêté l'anniversaire donc cette semaine. Et on se demandera à l'occasion des 15 ans du Bitcoin si le Bitcoin est encore un actif adolescent. Et les banques se rient-elles encore des cryptos ? Cette question, on l'abordera dans un instant. On parlera aussi des devises numériques de banque centrale parce que Visa pilote de premiers tests à Hong Kong, de premiers tests sur le dollar hongkongais et un bilan d'étape a été publié. Un bilan d'étape et on vous dira si les choses avancent aussi vite que ça sur le front des devises numériques de banque centrale. Ce bilan d'étape, c'est d'ailleurs Visa qui l'a publié. Puis on parlera aussi bien sûr du procès de Sam Bankman-Fried. Ça y est, pas de miracle. Il a été reconnu coupable des 7 chefs d'inculpation. Il risque plus d'1 siècle de prison. On vous dira tout. Dans un instant, votre machine à condenser le temps, à refaire l'actu de la semaine s'allume. C'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Et cette semaine, donc, Claire Balva et Thibaut Boutroux nous accompagnent. Ça va, la forme ? Impeccable. Impeccable. Très bien. Comme les cryptos, qui remontent la pente, mine de rien. C'est vrai, on en parlait à l'instant. On est toujours autour des 35 000 $ pour le Bitcoin. Le Bitcoin qui a confirmé donc son récent rebond est désormais clair. Il y a plus d'heureux que de malheureux. 80% des adresses Bitcoin sont désormais bénéficiaires. Oui, depuis le passage des 34 000 $, effectivement, on a à peu près 40 millions d'adresses Bitcoin qui sont bénéficiaires, c'est-à-dire qu'entre le moment où elles ont reçu des Bitcoins avec le cours en dollars correspondant et aujourd'hui, le cours est monté sur ces adresses-là et donc elles sont bénéficiaires par rapport au dollar. Maintenant, je vais nuancer quand même un peu le propos, ça ne veut pas dire que 80% des utilisateurs, des détenteurs de Bitcoin ont gagné de l'argent. Là, on parle des adresses. Un utilisateur peut avoir plusieurs adresses. Donc, le chiffre exact concernant les utilisateurs bénéficiaires, on ne l'a pas. Alors, on peut faire des conjectures en disant que si 80% des adresses sont dans le vert, probablement qu'on est dans le même ordre de grandeur pour les utilisateurs, mais en réalité, on n'en sait trop rien. Ça peut être plus, ça peut être moins. Et ça me permet d'ailleurs de clarifier aussi une petite musique qu'on a entendue ces derniers mois avec des chiffres du genre 73% à 81% des utilisateurs ont perdu de l'argent. En réalité, ces chiffres-là sont aussi de l'ordre du doigt mouillé. Ils sont issus d'une étude de la BRI qui se base sur une estimation du nombre de téléchargements des applications et sur, là aussi, une estimation du montant investi par mois. Donc, on fait des estimations, on met tout ça dans la marmite, on brasse et on voit ce que ça donne. Mais il faut être très clair, on n'a pas de chiffres sur le nombre d'utilisateurs, la proportion d'utilisateurs bénéficiaires. En tout cas, cette heureuse coïncidence, il se trouve que le Bitcoin remonte, que le moral remonte chez un certain nombre d'investisseurs, effectivement, vis-à-vis du Bitcoin, et que c'est aussi en ce moment qu'on fête le 15e anniversaire du Bitcoin. Ah oui, joyeux anniversaire Bitcoin. C'était le 31 octobre 2008. On a donc fêté cette semaine anniversaire. Satoshi Nakamoto partage alors le white paper du Bitcoin, son célèbre Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System. Est-ce qu'à 15 ans, puisqu'il a 15 ans, on peut dire que c'est encore un adolescent, plein de promesses, ou est-ce que le Bitcoin s'est déjà un peu ringardisé face aux autres cryptos ? Thibaut ? Eh bien, écoute, c'est une question qui est très intéressante. Il y a plusieurs lectures. Ma lecture à moi, c'est que ringardisé loin de là, parce qu'il suffit de regarder les chiffres d'un point de vue factuel. C'est encore la crypto-monnaie qui a la plus grande capitalisation, c'est celle qui brasse le plus de volume, c'est celle qui est la plus résiliente, et c'est encore celle qui est considérée comme la plus sécurisée. Après, il y a une autre lecture de dire qu'est-ce qu'on attend réellement de Bitcoin finalement, parce que le pari n'était pas gagné. Depuis sa création, la technologie a beaucoup évolué et Bitcoin n'a pas beaucoup évolué d'un point de vue technique. Donc c'est une prouesse de rester dans les premiers. Mais on parle de promesses et on associe souvent promesse à Bitcoin, mais Bitcoin n'a jamais fait de promesse à personne finalement. Bitcoin est arrivé et s'est présenté comme une alternative et après à chacun libre de l'utiliser ou non. Toutes les cryptos s'en inspirent et du coup on peut se poser la question, est-ce que justement c'est pas aussi la vocation des autres cryptos à terme de le ringardiser ? Donc il y a plusieurs lectures, en tout cas c'est intéressant. Ce qu'on peut voir aujourd'hui c'est que c'est un adolescent qui est mature, qui est résilient, qui prend de plus en plus de place, que ce soit dans le monde des cryptos mais aussi dans le monde traditionnel, et voir jusqu'où il peut aller. Alors on rappelle le contexte, à l'époque Satoshi Nakamoto publie le white paper alors qu'on sort à peine de la crise Lehman Brothers. C'était une autre époque. Le Bitcoin est né du monde d'avant quelque part. Depuis, les choses ont quand même changé. Les banques sont davantage solvabilisées. Je parle des très grandes banques. Elles sont mieux régulées aussi qu'à l'époque. Est-ce que les banques, du coup, se rient des cryptos 15 ans après la naissance du white paper du Bitcoin et finalement restent éloignées, ou vous sentez qu'au contraire, les banques sont en train de se préparer à adopter ou d'adopter d'ores et déjà certains usages crypto ? Claire ? Il faut faire attention quand on dit Bitcoin est né du monde d'avant, parce que Bitcoin, effectivement, est arrivé au moment de la crise financière de 2008, mais ça faisait des années, des décennies qu'il y avait des discussions sur des monnaies électroniques fonctionnant de pair à pair. Donc, c'est pas parce qu'il y a eu une crise économique que Bitcoin est arrivé en disant je vais résoudre les problèmes de solvabilité des banques, pas du tout. C'était plutôt des questionnements sur la vie privée sur Internet qui ont donné naissance à Bitcoin. Donc, ce sont deux choses qui sont décorrélées. Maintenant, en ce qui concerne les banques sont des entreprises, donc elles font des choix rationnels en fonction des opportunités business, de chiffre d'affaires, de bénéfices et de ce que leur permet la réglementation. Donc c'est vrai que pendant longtemps, quand elles ont regardé les cryptos, elles n'ont pas vu beaucoup de marché parce que c'était un tout petit secteur de niche et puis la réglementation était trop floue. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le marché a considérablement augmenté. Elles reçoivent de la demande de la part de particuliers comme d'entreprises qui veulent investir dans les cryptos.
Et la réglementation commence à être plus claire. Plus claire, mais pas forcément beaucoup plus favorable, parce que pour une banque aujourd'hui, c'est très difficile d'intégrer directement des services crypto. C'est pour ça qu'elles sont plus tentées de filialiser ou d'investir dans des plateformes d'échange, dans des entreprises crypto. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est que les banques aujourd'hui, elles s'attellent à la fois à utiliser, on va dire, les technologies sous-jacentes des cryptos, comme on dit. Donc, elles vont essayer de faire de la tokenisation des dépôts, par exemple. On a vu encore cette semaine une initiative d'HSBC avec Ant Group sur le sujet. Et elles vont aussi commencer à créer des offres crypto, mais on ne les voit pas vraiment les sortir, à part quelques banques américaines. En Europe, par exemple, on voit BNP qui a annoncé un partenariat avec Metaco, qui est une entreprise crypto qui fait notamment de la custody. Mais on ne voit pas d'offres concrètement sortir. On peut supposer que la réglementation MiCA, quand elle sera vraiment implémentée directement dans les pays, permettra la sortie d'offres crypto, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Je crois que Gary Gensler, le patron de la SEC, a souhaité cette semaine un bon anniversaire au Bitcoin. J'ai vu passer effectivement une publication, un tweet effectivement, dans lequel il lui souhaite un bon anniversaire. Oui, c'est ça, en expliquant aussi qu'il sera très très vigilant quand même sur la suite pour les cryptos. Voilà. Il est toujours là, Gary Gensler. On en parle. S'il vous manque, restez avec nous. On reparlera de la SEC, du gendarme des marchés américains dans quelques minutes, bien évidemment. Pour savoir comment va l'écosystème crypto, Coinbase nous apporte des instruments, des outils, surtout une étude, un rapport sur l'état du système crypto, l'état du secteur crypto. Le rapport a été publié il y a quelques jours. Qu'est-ce qui vous frappe? Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce rapport sur l'état du secteur crypto, Thibaut? Ouais, alors Coinbase sort régulièrement des rapports de ce type et généralement, on peut s'attendre un petit peu à la même chose à chaque fois. C'est une tournure qui permet de mettre en avant l'adoption des cryptos et c'est pas toujours très intéressant selon comment on est. Et là, pour le coup, j'avoue que moi, j'ai été surpris et je me suis pris au jeu parce qu'ils ont amené une tournure et ils ont pris le problème à l'envers et plutôt que de faire la promotion en fait de l'adoption des cryptos, ils sont intéressés au précédent modèle, le modèle de nos pères et le fameux rêve américain. Et ils se sont attaqués directement au rêve américain en demandant à la population américaine finalement s'ils étaient encore convaincus et s'ils croyaient encore en ce rêve américain. Ce fameux rêve où n'importe qui avait l'égalité des chances et pouvait s'en sortir en travaillant dur. Et le résultat, il est surprenant et sans équivoque, puisque la plupart des jeunes générations ne croient plus finalement à ce rêve américain. Alors il y a 3 choses qui sont mises en avant. Le système est dépassé, le système coûte trop cher et le système est non inclusif. Donc voilà, c'était une tournure assez intéressante pour montrer que face à ça, les jeunes générations se trouvent vers d'autres alternatives et dans ces alternatives, il y a les cryptos. Et il y a d'ailleurs un chiffre en conclusion qui est intéressant, qui dit que plus de 51% de la population américaine, cette jeune génération, serait prête à voter pour un candidat aux prochaines élections qui est favorable aux cryptos. Et cette tranche d'âge représente à peu près 40% de l'électorat. Donc ça, c'est des chiffres intéressants qui vont pouvoir être suivis. Effectivement, mais que les jeunes ne croient plus dans le rêve américain, c'est un peu le même. Enfin voilà, on observe un peu la même chose ici, à savoir que quand les jeunes générations ne se disent pas que leur avenir sera forcément meilleur que celui de leurs parents ou leurs grands-parents, ça pose un souci pour les classes moyennes. Et effectivement, c'est toute la stabilité du système aussi qui se trouve un tout petit peu fragilisée quand même quand ce type de questions finit par se poser. BFM Crypto, c'est une semaine d'actu crypto en 20-25 minutes. Vous pouvez suivre l'actu aussi au jour le jour, bien sûr, sur BFM Business à 15h chaque après-midi avec Amaury de Tonquédec et le club BFM Crypto. Tiens, c'est la fusée du moment, mesdames, messieurs. Elle décolle, cette fusée, on l'a vu briller cette semaine. Le Solana a pris 85% en un mois. Sur un mois, c'est quand même spectaculaire. Voir une crypto gagner 85% et pas une petite, c'est quand même le Solana. Il y a du fondamental derrière ou ce sont juste des étincelles, Claire? Alors, la fusée partait de sous terre quand même, parce que ce qui s'est passé avec le Sol, c'est qu'il avait atteint $200 fin 2021, avant l'affaire FTX, et puis il avait perdu 97% de sa valeur en 2022 pour arriver à $8 fin 2022. Donc là, on est remonté autour de $40, ce qui effectivement fait un x5 depuis le début de l'année, depuis un an. Mais on est encore très loin des $200 du pic, du top du jeton Sol, donc le jeton de la blockchain Solana. Alors, j'aime pas trop commenter les cours parce que je voudrais pas donner l'impression qu'il y a une super opportunité. C'est vrai que ça a surpris beaucoup de monde. Moi-même, j'étais la première surprise parce que pendant longtemps, on s'est dit que ce jeton était mort parce qu'il y a eu l'affaire FTX. Il faut bien voir qu'SBF, donc le patron d'FTX, était l'un des grands supporters de Solana. Donc forcément, ça ternissait largement la réputation de Solana. Et puis, il y a eu beaucoup de pannes techniques en 2022. On a eu plus d'une dizaine de pannes avec, pendant plusieurs heures, la blockchain complètement à l'arrêt. Donc forcément, tout le monde se disait, OK, le Solana, c'est mort. Donc là, on se rend compte
que non. Alors, du fondamental, oui et non. Il y a des raisons externes. Déjà, il y a un rattrapage depuis l'affaire FTX qui avait vraiment plongé ce jeton dans la tempête. On est dans un moment où l'écosystème crypto se porte plutôt bien, donc forcément, le Sol en bénéficie aussi. Et puis, il y a des raisons plus intrinsèques au Solana. Déjà, on voit qu'il y a moins de pannes. Il y a eu une seule panne, alors c'est déjà beaucoup, mais c'est qu'une en 2023 par rapport à une dizaine en 2022. Et puis, on a eu une intégration par AWS, donc le service cloud d'Amazon, qui offre désormais la possibilité de déployer des nœuds du réseau Solana. Et donc ça, c'est assez prometteur parce que ça laisse entendre qu'il y a des entreprises qui pourraient plus facilement déployer des nœuds du réseau Solana et donc contribuer à la résilience du réseau. Mais voilà, on n'est pas non plus en train de dire que tout va décoller, que ça va revenir au top, pas du tout. Donc, encore une fois, méfiance, n'achetez pas du Solana parce que ça monte d'un coup. Mais c'est vrai que c'est intéressant et c'est très inattendu de voir ce jeton sortir des méandres dans lesquels il était. Et on rappelle d'ailleurs à chacun qu'il faut investir en crypto, que l'argent qu'on est prêt à perdre, c'est de l'ultra-diversification, bien évidemment. On parlera tout à l'heure des cryptos comme possible devise légale. Vous savez que le Bitcoin a cours légal désormais au Salvador. On tirera un premier bilan 2 ans après, alors que le président salvadorien compte se représenter à la présidentielle. Il a déposé sa candidature il y a quelques jours. Mais d'abord, notre question crypto hebdomadaire. Ouais. Eh oui, la question crypto chaque semaine. Est-ce que vous êtes prêts, Thibaut et Claire ? Prêt. Ok, vous l'aurez voulu. Tous les grands pays, on parle de devises numériques de banque centrale, l'euro numérique, le dollar numérique, le yuan numérique, etc., etc. Tous les grands pays auront-ils d'ici 10 ans, leur devise numérique ? Claire ? Je dirais qu'ils vont tous essayer. Je ne suis pas sûre qu'elles aient toutes un grand succès. D'ici 10 ans, est-ce que chaque pays aura sa devise numérique, Thibaut ? Moi, je ne pense pas. Personne n'a la réponse, sauf peut-être vous chez vous. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que les devises numériques de banque centrale avancent. C'est vrai, technologiquement, on a appris cette semaine que Visa pilote les premiers tests du dollar numérique de Hong Kong. À Hong Kong, Visa a d'ailleurs publié, Thibaut, un rapport qui confirme le potentiel des MNBC. Ouais, tout à fait. Alors, c'est pas une surprise parce que Hong Kong est une place forte de l'écosystème, c'est très actif, il se passe beaucoup de choses, donc c'est effectivement un projet pilote qu'ils avaient commencé il y a quelques temps avec Visa et HSBC, sous l'autorité, sous la supervision de l'autorité monétaire de Hong Kong, qui visait à tester certains types d'opérations sur cette MNBC. Il y avait 2 types d'opérations qui étaient testées, il y avait les dépôts tokenisés et les transactions interbancaires, et donc le rapport est tombé, et effectivement ça confirme le potentiel, en tout cas les résultats sont positifs, si bien qu'ils vont poursuivre le test en étendant en fait le pilote à d'autres opérations. Donc on a une liste qui n'est pas forcément très précise des autres opérations qui vont être testées, mais il y a les actifs tokenisés qui vont être expérimentés plus largement, les transactions transfrontalières cette fois, et tout ce qui est finance programmable, donc à voir. Mais en tout cas, c'est un rapport qui est plutôt positif et encourageant, qui souligne qu'il y a réellement un potentiel sur de nombreux sujets sur ces thématiques-là. Et Visa donc a piloté ce sujet et ces tests sur la devise numérique à Hong Kong. Dans l'actualité également, on vous l'a promis, chose due, la SEC, le gendarme des marchés américains, qui reste ce gendarme assez actif. PayPal a reçu cette semaine, Claire, une assignation à comparaître pour son stablecoin. Qu'est-ce qui cloche ? On ne sait pas encore. Donc PayPal avait lancé son stablecoin indexé au dollar il y a quelques mois. C'est un stablecoin qui n'avait pas rencontré un franc succès, sans être un échec non plus. En termes de capitalisation, on est à 150 millions de dollars. Pour vous donner un ordre de grandeur, les premiers stablecoins, leur capitalisation se mesure en milliards, voire en dizaines de milliards pour l'USDT et l'USDC. Donc le stablecoin de PayPal, qui est émis avec l'émetteur Paxos, est au rang à la place numéro 15 du classement des stablecoins. Oui. On ne sait pas pourquoi la SEC veut assigner PayPal à comparaître. On peut imaginer qu'il y a un sujet de paiement parce que PayPal a quand même intégré son stablecoin à une application qui s'appelle Venmo, qui est une application de paiement assez connue, assez utilisée aux États-Unis. Mais c'est vrai que ça reste très surprenant parce qu'un stablecoin n'est généralement pas considéré comme une security, donc relevant du domaine de la SEC. Et puis surtout, on a la CFTC, donc une autre organisation américaine, qui, elle, estime que les stablecoins sont des commodities. Donc, à moins qu'il y ait encore un nouveau désaccord frontal entre les différentes institutions américaines, c'est très difficile aujourd'hui de voir
pourquoi la SEC convoque PayPal de cette manière. Oui, mais elle reste active. Elle montre qu'elle occupe toujours le terrain, la SEC, effectivement. Et Gary Gensler, donc, qui a souhaité un bon anniversaire cette semaine au Bitcoin, a quand même un peu souligné qu'il resterait bien vigilant sur l'avenir des cryptos. On va parler justement, d'ailleurs, puisqu'on parle de vigilance et pour le coup de droit, du procès de Sam Bankman-Fried, l'ex-patron de FTX, qui a été donc reconnu ces dernières heures coupable des 7 chefs d'inculpation, notamment pour fraude électronique, blanchiment. Il risque, Thibault, plus d'un siècle de prison. Ouais, c'est ça. On parle de 110 ans selon les estimations. Alors, en réalité, cette histoire, elle est loin d'être terminée. Donc là, il y avait la dernière semaine du procès qui était pas hyper intéressante finalement parce que SBF répondait à côté de toutes les questions. Il n'était pas vraiment concerné et la défense n'était pas très active non plus. Donc finalement, sans surprise, accusation pour l'ensemble des chefs qui lui étaient reprochés. Mais ça s'arrête pas là en fait, parce qu'il y a une deuxième série d'accusations qui va arriver prochainement. Et semble-t-il, si on s'arrête à ce que disent les journalistes et au témoignage de l'avocat à la fin du verdict, il risque de faire appel. Donc on n'a pas fini d'entendre parler de Sam Bankman. Et à mon avis, on va encore avoir une année 2024 agitée de son côté. Oui, et le verdict est supposé arriver le 28 mars, 28 mars prochain, exactement. 28 mars 2024, mais possible appel derrière, on verra, de Sam Bankman-Fried qui a choisi pour sa défense de parler lui-même, ce qui est relativement rare. C'est souvent déconseillé d'ailleurs, on conseille plutôt aux témoins ou aux avocats. Enfin, voilà. Ouais, il a choisi de prendre la parole assez souvent, ce qui n'a pas forcément été très... Et ce qui n'a pas été en sa faveur, visiblement. Bon, il continue d'être original en tout cas. Un autre original, le président du Salvador, effectivement, Nayib Bukele, compte se succéder à lui-même. Le président salvadorien a déposé ces derniers jours sa candidature pour la prochaine présidentielle au Salvador. Et c'est lui qui a choisi de faire du Bitcoin une monnaie légale du Salvador. Quel bilan 2 ans après, Claire ? Oui, ça fait depuis septembre 2021 que Bitcoin est monnaie ayant cours légal au Salvador. Alors c'est un sujet qui est extrêmement clivant. Et c'est vrai que quand on regarde ce qui se dit sur Bitcoin, monnaie légale au Salvador, on trouve à la fois un enthousiasme débordant dans la communauté crypto, avec parfois même une fanmania de Nayib Bukele, des pèlerinages au Salvador. Enfin, on a eu un vrai enthousiasme de l'industrie crypto et de certains adeptes, avec quelques voix discordantes quand même qui disaient Bitcoin n'est pas fait pour être monnaie ayant cours légal, on ne veut pas obliger les gens à utiliser du Bitcoin, mais globalement, il y avait beaucoup d'enthousiasme. Et puis à l'inverse, quand on regarde ce qui se dit dans les médias traditionnels, alors là, c'est la catastrophe. C'est un pari risqué, c'est un échec, c'est un fiasco, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas été adopté. Et donc c'est vrai que quand on cherche de la nuance, bon courage, en fait, on n'en trouve pas. Donc c'est difficile de faire un bilan objectif chiffré, d'autant plus que les chiffres se contredisent, il n'y en a pas partout. Mais je pense que quand on réfléchit vraiment à ce sujet, il y a une sorte de malentendu de part et d'autre sur l'objectif initial qui était celui du gouvernement salvadorien en mettant Bitcoin comme monnaie ayant cours légal. L'objectif, ce n'était pas de remplacer toute l'économie salvadorienne qui fonctionnait sur le dollar par une économie qui fonctionnait entièrement sur le Bitcoin. Pas du tout. Et d'ailleurs, ça a été dit dès le début, la comptabilité continuerait à se faire en dollars. Donc les fantasmes de part et d'autre, côté crypto comme côté médias traditionnels, qui attendaient finalement cette histoire un peu au tournant pour dire ça n'a pas marché, en fait, ils n'ont pas de sens. L'objectif, c'était pas ça. L'objectif, c'était quoi ? C'était d'une part d'avoir une sorte de plan B pour la souveraineté monétaire du Salvador face au dollar. C'était aussi, d'autre part, d'attirer l'industrie crypto en envoyant un signal avec une réglementation favorable pour attirer les capitaux, pour attirer les entreprises au Salvador. Et puis, c'était de fournir un outil qui soit un peu moins cher pour les remittances, par exemple, pour les expatriés qui envoyaient de l'argent au Salvador. Donc l'objectif, c'était pas de faire un pays qui fonctionne exclusivement sur Bitcoin. Donc forcément, aujourd'hui, non, les Salvadoriens n'utilisent pas de Bitcoin pour faire leurs courses. Mais en fait, c'était pas tellement ça qu'on cherchait, même si certains l'espéraient, même si d'autres le redoutaient, c'était pas ça qui était recherché. Donc je vais pas adresser un bilan là de Bitcoin au Salvador, mais non, Bitcoin n'est pas utilisé partout au Salvador, mais je pense pas qu'on puisse dire que ce soit un échec non plus. Et la République centrafricaine aussi s'est lancée dans l'aventure du Bitcoin en lui donnant aussi cours légal. Il y a d'autres projets en vue, Thibault, ou d'autres pays prêts à se lancer avec peut-être cette même philosophie ou peut-être pour aller encore plus loin que le Salvador ? Alors,
prêt à se lancer, je ne crois pas, en tout cas pas connu. Des réflexions, il y en a dans nombreux pays, surtout les pays en voie de développement. Et la réalité, c'est qu'on voit le sujet s'inviter de plus en plus dans les débats. Aujourd'hui, en plus, on regarde ce que fait le Salvador. Donc, il y a beaucoup de pays qui se posent des questions. On a notamment au Mexique une sénatrice, par exemple, qui pousse le sujet et qui en plus prévoit de se présenter aux prochaines élections, qui est très favorable et qui essaye de faire changer les mentalités. Ce qu'on voit à chaque fois, c'est que quand le sujet est posé, il est clivant, mais aujourd'hui, le sujet, il est plus totalement écarté, il est discuté. Donc ça va se discuter. Moi, je reviens de Turquie où j'étais la semaine dernière. On voit aussi du Bitcoin partout. On a les bureaux de change traditionnels et à côté, on a des bureaux de change crypto. On voit au Brésil aussi où il se passe beaucoup de choses. Donc c'est dans les quartiers bobos turcs que vous faites. C'est vraiment dans tous les quartiers. C'est assez impressionnant à voir d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est en train de s'inviter dans les discussions. C'est présent partout. De là à devenir monnaie ayant cours légal, je crois qu'on a encore du temps avant qu'un autre pays se positionne. Mais en tout cas, ça va forcer les gens à se reposer des questions sur ces sujets-là. Merci à nos NFT, nos talents non fongibles du vendredi, les pros des cryptos. Claire Balva, experte crypto, Web3, qui nous accompagne en plateau chaque semaine. Merci beaucoup Claire et un grand merci à Thibaut, également Thibaut Boutroux. Merci à vous. Directeur des opérations de Meria. Et on remercie, il était avec nous tout à l'heure, Mathieu Driol, analyste technique senior Day by Day. Les pros des cryptos chaque vendredi en direct à 15h à la radio, à la télé, rediffusion à 21h30, également bien sûr sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Et dans